Salut les amis, aujourd'hui on va parler de la Yamaha R1 de 2011, donc c'est un modèle crossplane. De toutes les Yamaha R1, je pense que c'est une des plus moches. Je suis vraiment désolé de le dire. Du côté, elle est assez jolie. Par contre, à cet endroit-là, on a l'impression qu'il manque quelque chose en fait. C'est comme si la moto n'était pas finie ou qu'on avait perdu une pièce, ça fait vraiment bizarre. Les autres motos en fait recouvrent cette partie de l'échappement, mais décidément, Yamaha a voulu faire une économie, ou alors je sais pas, c'était par rapport au refroidissement, parce que c'est là qu'il y a le catalyseur, et on va en parler tout à l'heure, mais ça chauffe énormément. Bon, sinon côté ergonomie, là on a un modèle qui est légèrement modifié. Évidemment, il y a les petits leviers flip-up au niveau de l'embrayage et du levier de frein. Il faut savoir que d'origine, le levier d'embrayage n'est même pas réglable, c'est quand même très dommageable. Le levier de frein, lui, d'origine, il est réglable avec un système de vis qui est pas trop mal fichu. Les bracelets ont été remplacés pour pouvoir les ouvrir davantage. D'origine, ils sont vraiment très exagérément fermés et c'est vite insupportable en fait. Au bout de même pas 10 minutes, on a mal. Alors que là, avec cette nouvelle position, on a mal qu'au bout d'un quart d'heure. Bon, les rétroviseurs sont parfaits pour regarder l'épaule, le bras, le coude. Le compteur, c'est une vraie réussite. Il affiche de nombreuses informations, il est très facilement lisible. Donc on a la température moteur, le rapport engagé, évidemment le contour, la vitesse qui apparaît bien en gros. On a un trip 1, un trip 2, la consommation instantanée, la consommation moyenne et le kilométrage total, et ainsi que l'heure. Là ici la température du liquide de refroidissement, et si j'appuie là, hop, brièvement, j'ai la température ambiante. Et c'est fini avec un shift light qui est programmable. Au niveau des sportifs de ces années-là, il y a eu un virement au niveau de la position. Il y avait des machines qui étaient plutôt à l'ancienne, c'est-à-dire une position où en fait on était dans la moto avec en fait le pilote qui était assis relativement bas avec un réservoir qui remonte assez haut, un guidon qui se trouvait assez loin, on allait chercher les commandes, etc. Et à l'inverse, il y avait des motos qui ont révolutionné un peu le genre, où le pilote n'était pas non plus dans la moto, mais était installé sur la moto. Et ça ressemblait fortement à des positions qu'on retrouvait sur des 600. Alors il faut savoir que sur cette génération de R1, c'est un entre-deux. Ce modèle, il y a une selle confort, du coup je ne peux pas dire ce qui se passe pour la selle d'origine. D'origine, j'imagine que c'est beaucoup plus dur. Et là, je dois dire que l'assise est assez moelleuse, on se sent bien dessus. Je voudrais vous parler aussi d'un accessoire qu'il n'y a plus trop sur les motos, mais que étrangement cette R1 en est disposée. C'est que sous la selle, bon, déjà on a un outil, ici c'est une clé Allen qui permet de démonter la selle conducteur. Et surtout ce que vous avez ici, ça c'est un crochet qui vous permet d'accrocher votre casque. On remarquera qu'il y a aussi des lanières détachables là. Voilà. Donc il y en a 4. Et ça vous permet comme ça de venir accrocher des bagages. Sous la selle, il y a de quoi mettre, vous voyez, un petit bloc disque, et puis 2-3 babioles. Moi j'ai mis une araignée. L'éclairage, lui, il est super. Alors là, il est équipé d'ampoules LED. D'origine, c'est de l'halogène classique, mais même avec les halogènes, en fait, ça, on a un bon faisceau lumineux. Au niveau des équipements, il y a un support de smartphone, une prise USB pour pouvoir le charger. Il y a également des poignées chauffantes. Ici, ça c'est pour installer une poignée de réservoir Vince Grip. Poignée qui ne se fabrique plus malheureusement, mais c'est pareil, c'est top quand on veut emmener un passager en toute sécurité. Un tapis de réservoir Baxter pour pouvoir mettre la bagagerie associée. Des crash bars vraiment style stunt, très résistantes.
et des petites protections en supplément pour l'écarteur moteur. D'origine, vous verrez que les cale-pieds conducteurs sont réglables en hauteur. Donc là, il y a deux positions. Là, c'est la position la plus basse. Sympa. Selle confort de marque Baxter, aussi bien devant que derrière. Et des cale-pieds avec un décrochement ici pour gagner quelques centimètres, ce qui permet de déplier la jambe et d'être un peu plus confort pour le passager. Et là, ici, ce que vous voyez là, c'est ce qui permet de mettre de la bagagerie de marque SW Motec. Dessus, on met les sacoches référence Blaze. Et c'est vraiment intéressant pour partir en voyage. Ça permet d'avoir des sacoches souples sur les côtés sans qu'elles se baladent en fait. Donc c'est vraiment propre. Par arrière, il y a un support de plaque qui n'est pas d'origine. Un feu de stop qui fait également qui assure également la fonction de clignotant. Voilà, ça donne ça. On peut voir qu'on a un warning. Et ce qui peut changer par rapport à une moto dite classique, c'est qu'ici il y a un sélecteur de mode qui permet de passer en mode soit, donc là c'est le mode standard, le mode A qui est le mode entre guillemets sport, et le mode B qui est nettement plus doux et c'est utilisable sous la pluie, c'est plutôt pas mal. Ce que je vais vous en dire, ça va être un peu mitigé et encore une fois, faut bien prendre en compte que tout ce que je vais dire c'est en rapport avec les sportifs de sa catégorie, donc les sportifs 1000 et les sportifs 1000 de sa génération et les générations supérieures. Et je trouve que c'est une machine qui est difficile à emmener. Je la trouve assez encombrante au niveau du gabarit et elle écarte bien les genoux et en plus je trouve qu'elle est lourde à emmener. Alors ça ne veut pas dire lourde sur la balance parce qu'elle est donnée pour 205 kg et une puissance de 182 chevaux. Déjà à l'époque 182 chevaux par rapport à ses consoeurs c'était déjà en deçà. La plupart des autres elles avaient soit la même puissance ou alors au-dessus, c'est-à-dire 10 à 15 chevaux supplémentaires. Elle va vraiment se différencier sur le caractère moteur avec son calage crossplane qui donne en fait un comportement de V4 et ça comprend les avantages et aussi les petits inconvénients. Donc les inconvénients c'est le comportement à bas régime, contrairement à un 4 cylindres en ligne classique qui va reprendre à tous les régimes, même depuis le ralenti en 6ème. Là ça va pas du tout être le cas parce que même en première, quand on est sous les 3000 tours, la machine elle hoquette, ça tremble. Le moteur vous dit que bon, faut pas traîner dans cette zone-là, faut aller au-dessus des 4000 tours. Passé les 4000 tours, là vous avez un couple vraiment important, vraiment plus important que ses consoeurs du coup. Ça rend la machine très efficace en fait. Dès que vous êtes à mi-régime, vous avez tout de suite pas mal de puissance. Ce qui fait que vous n'êtes pas tout le temps obligé de tricoter de la boîte qui du reste est assez longue comme toutes ces hyper sportives 1000. Mais bon voilà, quand vous êtes en deuxième, en troisième, même si vous vous trompez et que vous êtes en quatrième, vous tournez la poignée, ça va vous pousser, ça sera très agréable et surtout efficace. Jusqu'à 10 000 tours, à peu près 10-11 000. Là le moteur vous pousse encore une deuxième fois, il y a une petite pointe de caractère. Et ça vous emmène jusqu'au rupteur qui se trouve à peu près à 13 500 tours. Donc là, je dirais que la plage la plus utilisable, elle démarre à 5-6 000 tours, c'est-à-dire à mi-régime, et jusqu'au rupteur, c'est utilisable. Le freinage est mauvais dans la mesure où le retour de sensation est absent. On voit bien que le freinage, bien sûr, il ralentit la machine, il est assez violent, tout ça. On n'a pas ce feeling à la poignée qu'on peut avoir sur des machines modernes avec les nouveaux systèmes de freinage Brembo style EMA. Ça freine correctement, bien sûr. Encore une fois, la machine, voilà, elle est pas si lourde que ça, elle est quand même bien puissante, elle a un freinage 6 pistons à l'avant, à l'arrière il y a un monodisque qui fait le job, mais le feeling n'est pas là.
entre le châssis, la position de conduite, le freinage, le comportement moteur, ça rend la machine pas très très facile en fait. J'ai pas parlé des avantages du moteur, mais c'est vrai que le moteur par contre est vraiment très très agréable. La sonorité est très agréable, c'est vraiment génial. Je pense déjà à quelqu'un qui l'aurait déjà essayé, donc si elle vous intéresse, faites un tour avec, parce que elle est quand même particulière. Moi je trouve que le comportement est attachant, et du coup même piloter avec et se faire un petit peu plaisir, ça demande des compétences, mais ça n'enlève pas pour autant le plaisir, au contraire, ça permet de se, voilà, de peaufiner son pilotage, les trajectoires, etc., d'essayer de ressentir des choses avec cette machine. Et voilà, pour un budget aujourd'hui, je pense qu'il se trouverait entre 8 et 9 000 euros, vous avez un bel exemplaire. Au niveau des consommables, c'est du classique pour une Hypersport. Non, ce qui va changer un petit peu, c'est au niveau des plaquettes de frein avant. Les plaquettes de frein à l'avant, sachez que si vous remplacez par des modèles chez Yamaha ou par du Brembo, ça vous coûtera 150 euros. On consomme entre 7 et 8 litres au 100 en conduisant d'une manière assez récréative. Il y en a qui vont hurler, le propriétaire il lui met jusqu'à 50% d'éthanol sans que ça n'affecte trop son fonctionnement. Avec de l'éthanol, le comportement moteur est encore plus chaotique à bas régime. Mais ensuite à mi-régime, c'est quasiment équivalent. Petite remarque pour ceux qui ont ce modèle-là. Ce modèle de R1 a deux faiblesses. Donc il y a la première faiblesse, c'est au niveau du refroidissement. La moto chauffe énormément, le circuit de refroidissement paraît sous-dimensionné par rapport à la moto. Et d'ailleurs, en accessoire a été proposé un radiateur additionnel pour ceux qui faisaient de la piste. Vous aurez dû le mettre d'entrée. Parce que quand vous entrez en ville avec cette moto, on dirait qu'elle a un capteur de ville. Dès qu'elle entre en ville, hop, on entend les ventilos se mettre en route. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui intéressera, je pense, les propriétaires, c'est au niveau du démarrage. On a l'impression qu'il faut toujours une batterie hyper chargée pour assurer un démarrage correct. Et en fait, le propriétaire m'indiquait que ça venait pas de là. Au début, il pensait que c'était ça. Il a changé plusieurs fois de batterie en mettant de la marque. Il y a eu Asa. Mais non, c'était pas ça. Il s'est trouvé que c'était le démarreur qui était faiblard. Donc il l'a remplacé. Il a acheté un démarreur sur AliExpress, 50 balles. Et maintenant, il me dit que ça change tout. Que ça démarre du feu de Dieu. Il peut laisser la moto laisser la clé et laisser les ventilos tourner en moteur coupé et puis redémarrer derrière, chose qui était avant impossible. Exception faite du problème de démarreur, en plus de 50 000 km, aucun problème. Donc la fiabilité est vraiment très bonne. Les amis, dites-moi aussi ce que vous en pensez de cette machine d'un point de vue esthétique, comment vous la trouvez? Est-ce qu'elle est jolie? Est-ce qu'elle est trop grosse? Est-ce qu'au contraire, c'est pile poil celle qui vous plaît? Et pour ceux qui vont essayer, dites-nous, est-ce que je dis n'importe quoi, ou est-ce que j'exagère, est-ce que je suis dans le vrai?